Un jeune qui m'avait exprimé, il avait dit: «Mais je suis fatigué d'entendre les adultes nous dire: "Tu me donnes de l'espoir"». C'est pas à moi vous donner de l'espoir. Nous, on a besoin des adultes aussi». Et donc on a un peu, certains adultes qui sont démissionnaires et qui jettent tout comme ça dans et c'est cette expression dont je t'ai parlé là, «Vous êtes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose». En fait non, parce que nous, on est toujours là aussi. Bonjour Isabelle, Bonjour Claire. bienvenue sur Enfance en Nature. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour te présenter rapidement dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle, ta mission et préciser dans quel coin tu es installée? OK. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer, mon activité professionnelle, mais je vais essayer. Je suis ce qu'on pourrait appeler, le plus communément une écothérapeute. Alors, écothérapeute, j'aime bien préciser, ça n'a rien à voir avec la thérapie, mais en fait, mon rôle, c'est plutôt de faire ce lien entre ce qui se passe au niveau de nos émotions ou de notre psyché, qui finalement n'est qu'un reflet que ce qui se passe dans notre environnement. Donc c'est ce lien entre, extérieur et intérieur et c'est pour ça qu'on appelle ça écothérapie ou écopsychologie. Heu, mais ce n'est pas du tout du domaine de la psychologie ou de la thérapie, mais c'est plutôt de faire ce lien entre les 2. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi parfois donner plutôt le terme de éco-facilitatrice, où ce serait, mon rôle est plutôt d'accompagner les gens à justement faire ce lien, d'abord faire prendre conscience que, ce qui se passe dans notre environnement a un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, que nos émotions qu'on pourrait appeler difficiles par rapport à ce qui se passe, elles sont normales et qu'on peut justement, en prendre soin, les transformer, voilà et que tout est relié. Et où suis-je pour l'instant? J'habite, dans le nord de l'Allemagne, à 60 kilomètres d'Hambourg sur, la mer Baltique, dans une ferme en agriculture biologique. Ok, bon, bah, ça fait une petite introduction au sujet qu'on va aborder ensemble. Mais avant, j'ai ma petite question rituelle de début d'épisode que j'adore poser parce que j'aime beaucoup écouter les réponses. Isabelle, c'est quoi tes souvenirs d'enfance en nature? Mmh. Alors, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, qu'entre le moment où moi j'étais enfant et maintenant, la population mondiale a doublé. Du coup, j'ai une enfance, que je dis toujours très, très, très privilégiée parce que j'ai eu la chance de découvrir des endroits de nature complètement sauvages, complètement intouchés, ce qui devient de plus en plus, rare et difficile actuellement. Mais j'ai eu la chance aussi de grandir, enfin de passer ma petite enfance au Mexique, où donc j'ai découvert des grandes plages où on était seul au monde, des forêts où on était seul au monde et donc ça, c'est mes souvenirs, d'enfance, dans la nature, vraiment de découvrir cette nature sauvage et vierge. Hmm. Et bah, après avoir vécu cette enfance dans cette nature sauvage, t'as pas tout de suite été éco-facilitatrice, puisque t'as d'abord exercé comme architecte. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qui t'a amené à un moment donné à te tourner vers la transmission finalement, et puis à parler d'écologie profonde et de tous les sujets qui tournent autour de l'éco-anxiété et tout ça. Mmh, avec plaisir. Donc je sais pas si tu sais, mais je suis maman de 4 enfants. Et donc c'est ça qui a commencé à me mettre plus ou moins sur le chemin. Donc tout en restant architecte, j'ai aussi eu la chance de travailler pour, un architecte qui s'appelle Luxketen en Belgique, qui est, je dis un peu, il était solarpunk avant que le solarpunk devienne un vrai mouvement, mais c'est un utopiste qui travaillait vraiment déjà cette architecture en lien avec la nature. Donc j'ai travaillé sur des projets qu'il appelait comme les jardins verticaux ou essayer de se réapproprier des territoires perdus en ville. Comment est-ce qu'on pourrait les verduriser? Donc voilà, ça c'était déjà un petit début de ce lien à la nature, ce lien au vivant.
Et puis par rapport à mes enfants, j'ai essayé, de faire ce que je pouvais, d'avoir, une alimentation bio, locale, voilà. J'essayais à mon échelle de faire ce que je pouvais. Et puis la vie a fait qu'on s'est expatriés, au Moyen-Orient, à Doha, et c'est vraiment là où je me suis pris, une claque en voyant, ce qui s'y passait, surtout dans le domaine de la construction. Et j'ai eu ce que j'appelle, donc ça c'était en 2011-2012, ma première vraie crise d'éco-anxiété où je me suis, réveillée un matin en me disant: «Mon Dieu, mais quel monde, je vais laisser à mes enfants?» Et avant en fait qu'on soit expatriés aussi, ça j'ai pas dit, je travaillais dans le social, hein. J'ai travaillé pour une fondation qui, avait comme but de créer du logement pour les plus précarisés. Donc j'avais aussi un peu cette fibre sociale, et puis se retrouver dans un pays comme le Qatar, ça a été assez dur. Et là, je me suis, donc d'abord travaillé dans l'architecture où j'ai tenu, 3 mois, tellement c'était dur. Et puis j'ai été trouver le proviseur de l'école des enfants en disant: «Avant je faisais du social, l'école c'est le seul endroit, c'est ce qui me semble le plus en lien ici, la seule chose, où je pourrais faire un peu de social quand même». Et contre toute attente, il m'a proposé un emploi, et pendant 1 an, j'ai été, professeure d'art plastique, et j'ai vraiment aimé la transmission. Donc ça a été le premier pas vers ce changement. Et puis ensuite, toujours ça n'a pas directement été, cette idée d'écologie et de vouloir faire quelque chose pour l'environnement. Ça a été d'abord, prendre soin des enfants. Parce que forcément, comme j'étais maman et j'ai vu, heu quand j'étais prof, un peu ce qui manquait, et moi j'ai rencontré, en même temps sur mon chemin, la méditation de pleine conscience, et je me suis alors formée pour transmettre la méditation de pleine conscience dans les écoles, et j'ai fait ça jusqu'en 2018. Et puis c'est là où peu à peu j'ai commencé à prendre conscience de plus en plus qu'il manquait ce lien à la nature dans l'éducation, et alors j'ai continué, voilà, ma transition ou mon petit chemin, et je me suis formée à tout ce qui est pratique, d'écothérapie, et aussi, au travail qui relie pour, ceux et celles qui le. Hmm. Et tu as écrit un livre intitulé Éco-anxiété, des clés pour agir. Moi, pour tout te dire, il y a quelques années, quand ce terme commençait à être entendu dans les médias, j'avais beaucoup de mal à le comprendre parce que j'étais dans un militantisme, je dirais, plutôt combatif que j'avais depuis mon adolescence, avec une colère qui me donnait envie d'aller plutôt dans l'opposition, et en même temps j'avais un optimisme, un tel optimisme que je me disais que de toute façon les choses allaient changer. Donc vraiment j'étais sereine. Et donc j'avais du mal à comprendre que ça puisse être angoissant à ce point-là, parce que euh, j'avais bon espoir que ça se bouscule. Et les choses ont complètement basculé quand je suis devenue maman, un peu avant, où là, sans trop que je comprenne pourquoi, tout d'un coup, euh, ça a été vraiment difficile. Je n'arrivais plus à me projeter, tout me faisait peur. Je me disais, pour le coup, j'avais un vrai sentiment de perte de contrôle, alors qu'avant, je pensais que c'est bon, on maîtrisait encore et qu'on avait du pouvoir. Là, j'avais l'impression d'être désœuvrée et que ça y est, le vivant était fichu. Et, euh, et ça a été très douloureux parce que je me reconnaissais pas, et je me disais qu'il n'était pas possible pour moi d'avancer avec cette peur-là. Donc ce que j'ai fait pendant un certain temps, c'était de me couper totalement de l'actualité parce que c'était trop dur. Et il y a eu un moment où j'ai eu besoin de me mettre à nouveau dans l'action, de ne plus me sentir paralysée par une certaine peur. Et c'est en partie en lisant ton livre que j'ai compris de quoi il s'agissait, et qui m'a aussi aidé à ne pas culpabiliser de ressentir tout ça. Est-ce que tu veux bien expliquer ce qu'on met derrière ce terme d'éco-anxiété, ce que ça signifie, et aussi peut-être ce que ça n'est pas? Parce que je trouve que ça aide bien à faire la part des choses,
et à se rassurer finalement d'un côté aussi. Oui, bien sûr. Euh, alors t'as commencé à toucher du doigt le fait que, voilà, mais j'utilise ce mot éco-anxiété parce que c'est celui qui a été médiatisé, je sais pas si ça a été choisi consciemment, mais en tout cas, c'est celui qui est le plus mis en avant. Et je trouve qu'il est assez mal choisi. Euh, je trouve ça aussi intéressant de noter comme quoi le terme qui a été médiatisé est un terme qui finalement remet la faute de nouveau sur l'individu plutôt que de questionner le collectif ou le système même. Euh, et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pas forcément de l'anxiété qu'on va ressentir par rapport à ce qui est en train de se passer, mais ça peut être toutes les émotions. Et moi, je raconte souvent que je remercie le ciel d'avoir croisé la méditation sur mon chemin avant l'activisme, parce que j'avais tellement, moi, c'était de la colère, c'était vraiment, j'avais tellement de colère, mais de cette colère où vraiment j'aurais pu basculer dans la violence si je n'avais pas fait attention. Et, euh, et les outils que je propose et que j'ai rencontrés en chemin, ça m'a vraiment aidé parce que la colère, ça peut vraiment nous manger de l'intérieur. C'est une énergie que si on ne sait pas la transformer, si on ne sait pas en prendre soin, ça peut vraiment nous démolir et nous détruire, tout comme l'anxiété ou l'angoisse. Euh, ce n'est pas, ça c'est, il faut le dire aussi, c'est pas un trouble anxieux, c'est pas vraiment de l'anxiété, l'éco-anxiété. Alors, ça peut venir se rajouter à des personnes qui auraient peut-être déjà un terrain anxieux, et donc ça va s'ajouter à toute panoplie d'angoisses auxquelles on est confronté dans la vie actuellement. Et donc, il y a des personnes anxieuses à qui ça vient juste se rajouter. Mais si on a, je veux dire, que de l'éco-anxiété, ça peut être tout à fait transformé comme n'importe quelle émotion. Finalement, je pense qu'un terme, ça c'est ma fille qui me l'a sorti un jour, qui serait mieux choisi, c'est plus de l'éco-stress en fait que de l'éco-anxiété. C'est pas de la vraie anxiété. L'anxiété, c'est encore autre chose. Et donc, c'est là où je reviens, ben, en tant qu'écothérapeute, moi, je prends pas soin de l'anxiété. Là, c'est vraiment, c'est du domaine de la santé mentale et des psychologues. Mais l'éco-stress ou le stress écologique, ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut travailler. Et surtout, ce qui est très, très important, c'est de faire prendre conscience qu'on n'est pas seul. D'abord, de normaliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent trop sensible ou hypersensible ou je réagis avec trop d'émotions par rapport à ce qui est en train de se passer. Ben, en fait, non, pas du tout. Quand on détruit notre maison, c'est normal de pas se sentir bien, de pas aller bien. Et je suis aussi un peu fatiguée d'entendre des phrases comme pour guérir de l'éco-anxiété. Ben non, en fait, parce que c'est pas une maladie. Et quand on voit l'état du monde, si vous en guérissez, ben, je ne sais pas comment c'est possible. Euh, et puis tu l'as dit aussi, je pense que le fait de devenir parent, ça change quelque chose. C'est une prise de conscience douloureuse de se dire que nos enfants ne grandiront pas dans le monde. Donc comme je le disais au début, quand j'ai réalisé en fait que ben, simplement par un fait démographique, ben, j'avais connu une nature qui n'existe plus quelque part actuellement. Et ça, c'est un deuil à faire aussi. Ce deuil qu'on doit faire par rapport à l'avenir de nos enfants, de se dire ils vont pas grandir dans le même monde que nous. Ça, c'est un fait. Et comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment est-ce qu'on va s'adapter? Voilà, toutes ces questions qui émergent. Et il y a beaucoup, il y a aussi, je trouve, c'est important, et donc c'est pour ça que ce terme éco-anxiété est vraiment pas bien choisi. Mais il y a aussi un travail de deuil qu'on a à faire, qui est très important, qui fait aussi partie donc dans tout ce gros sac où on pourrait mettre toutes ces émotions écologiques. Mm. Mm. Euh, Bah alors du coup, sur cette notion de deuil, je pense que ça les touchera moins, mais j'aimerais qu'on parle des enfants et des jeunes, puisque c'est un public auprès duquel tu travailles. Euh, dans tout alors, le gros sac d'éco-anxiété, pour Ouais. qu'on se comprenne, euh, je trouve que, en tout cas dans ce que j'observe, dans ce que j'entends, c'est un terme qui est utilisé par les adultes et pour les adultes.
comme si les enfants et les jeunes n'étaient pas concernés par ce genre d'émotions, alors que il suffit d'en côtoyer et de les écouter surtout pour comprendre que oui, ils ont de la peur, oui, ils ont de la colère, ils ont des sentiments d'injustice, de frustration par rapport à tout ce qui se joue. Je crois que là où parfois on peut avoir l'impression qu'ils ressentent pas forcément ça, c'est chez les plus jeunes, je dirais à peu près en dessous les moins de 12 ans environ, parce que ils ont encore un imaginaire qui est tellement présent que oui, il y a des trucs qui vont pas, mais on trouvera des solutions. Mais voilà, ils arrivent à dire que bah, ça les met en colère et ça c'est injuste. Mais eux, ils pourront faire. Et c'est là où on entend des métiers incroyables qui émergent. Et donc, euh, je, je- moi, le sentiment que ça me donne, c'est que ça vient contrebalancer un peu et que du coup, ça les Mmh. préserve d'un certain stress et d'une certaine peur. Ça, c'est pour les plus jeunes. Par contre, les autres, les ados, les plus de 12 ans, les jeunes, euh, moi, j'en vois tous les jours au travail. Il y a beaucoup de jeunes, et moi ça m'a frappé quand j'ai commencé à travailler en lycée, de voir, je pensais que c'était des exceptions, des jeunes qui vraiment étaient perdus devant, je vais dire, l'avenir avec un grand A, pas que le leur, celui de tout le monde. Et en fait, non, ils sont nombreux et je le mets au masculin, mais en fait, maintenant j'ai tendance à le mettre au féminin parce que c'est plutôt les filles, en tout cas, qui Mmh. l'expriment et chez qui ça se remarque beaucoup. Donc, à mon sens, c'est vraiment une question dont on doit se préoccuper pour aussi les enfants et les ados. Euh, et du coup, toi, tu interviens auprès de ce public-là. Euh, Déjà, est-ce que là, tu vois, tu parlais de deuil ou tout ça. Chez les enfants, chez les jeunes, comment est-ce que ça peut s'exprimer? Est-ce qu'il y a des signes, des comportements qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et de se dire, attention, là, il y a peut-être une vigilance, une, des sentiments difficiles qui se dessinent à partir du moment où on parle d'avenir et même enfin, du présent aussi. Mmh. Oui, bien sûr. Il y a, pour commencer, en fait, je pense qu'on a un gros problème aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que les adultes n'ont pas été, hem, éduqués ou on n'a pas eu cet apprentissage des émotions, nous déjà, en tant qu'adultes. Donc il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas faire avec leurs émotions. Et qui donc déjà, par rapport à ce qui est en train de se passer, tu dis: «Bah, si moi j'ai une éco-anxiété ou si j'ai des émotions difficiles que j'arrive pas à gérer, ça va être très difficile après d'accompagner un public, d'adolescents ou même d'enfants». Et du coup, on se retrouve parfois avec, des éducateurs qui peuvent être très maladroits par rapport à ça. Moi, on m'a déjà ramené des enseignants qui vont dire, à des jeunes: «Bah, vous êtes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose, donc comment est-ce qu'on se construit avec ça?» Ou aussi, bah, de toute façon, l'être humain, est un virus pour la terre. Comment en tant que jeune, je me construis avec ce genre de phrase? Heu, donc on est face à un public d'adultes qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions et qui va les projeter sur, les plus jeunes ou en tout cas ne va pas les aider à en prendre soin puisqu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les armes, j'allais dire les armes, c'est un très gros mot, mais ils n'ont pas les clés déjà pour gérer leurs propres émotions, donc c'est encore plus difficile d'accueillir. Alors souvent, quand on va présenter les enjeux, ça va être fait à la vite-vite ou ça va être mis sous le tapis. J'ai eu aussi des retours de personnes qui font des fresques et puis quand les jeunes s'expriment, on leur dit: «Ah mais on va quand même pas exagérer, c'est pas si grave que ça». Alors que le jeune ne fait qu'exprimer une émotion finalement. Que ce soit grave ou que ce soit factuel ou que ce soit exagéré, quelque part ça n'a pas d'importance. Lui, il essaye d'exprimer son ressenti et quand on le minimise, ben, donc on fait passer le message en fait que son ressenti est pas important et que de toute façon,
Voilà. Et ça isole les personnes de plus en plus, ça isole les jeunes de plus en plus. Et bien sûr, il y a différentes réactions. Il y en a, mais qui, comme toi, vont aller dans la colère. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très, très en colère par rapport à ce qui est en train de se passer. Ben, l'inaction des adultes, le fait que, voilà, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe et que finalement, c'est leur avenir. Et puis, il y a aussi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est des jeunes qui sont hypersensibles, qui donc vont ressentir ça très fort, ça va faire très mal. Et il y a personne qui va leur dire, un, que c'est normal, et deux, comment ne pas souffrir. Et ils vont se fermer à leurs émotions. Donc on récupère, si tu veux, quelque part après des jeunes de 22, 23 ans qui disent non, mais de toute façon, moi, j'ai pas d'émotion. Enfin, je ressens plus rien, quoi. Et en fait, c'est une réaction. Ils se sont simplement protégés parce que la douleur était tellement grande qu'à un moment, ben, on ne s'autorise plus à ressentir quoi que ce soit. Et puis, ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont peut-être aussi alors basculer dans l'addiction pour justement essayer de, de minimiser leur ressenti, hein, d'un peu s'anesthésier. Et ça peut être ben voilà, les drogues douces, l'alcool, les jeux vidéo, les réseaux sociaux sont terribles pour ça, évidemment. Parce que ça va être aller chercher tous ces petits shots de dopamine qui vont essayer de faire oublier les émotions difficiles qu'on a. Et finalement, ces émotions difficiles, elles font partie de la condition humaine. Et ce qui, moi, me rend, ça me met en colère, c'est qu'on a les outils pour les accompagner. C'est pas comme si on se disait non, ben bon voilà, de toute façon, on peut rien faire. Ben non, en fait, une émotion, elle a un rôle, elle est là pour nous dire quelque chose. Une fois qu'on l'écoute, qu'on l'accueille, qu'on comprend d'où elle vient, ce qu'elle veut faire, eh bien, elle va passer et elle va nous permettre d'agir finalement. Euh, donc voilà, ça, c'est des signes des jeunes qui sont très fatalistes. Peut-être, ça peut. Le déni climatique, c'est aussi une forme de protection, c'est aussi une forme de réaction. La colère, et parfois, c'est pas. Ils vont pas exprimer parce qu'ils savent pas d'où ça vient. Et puis, bien sûr, l'anxiété, ça, voilà. Donc, différents signes auxquels être attentif. Et ça passe simplement par de l'éducation toute simple, de commencer à parler de nos émotions. Et ce qui est très, très important, surtout, alors, tu as parlé des petits, chez les petits, c'est très important, chez les ados encore plus. En fait, un ado, il est en recherche d'appartenance et d'authenticité. Il a besoin d'être vu et d'être reconnu dans ce qu'il vit. Donc, tous ces éducateurs qui minimisent le ressenti des jeunes, déjà, ça, c'est assez catastrophique. Mais d'offrir des espaces où on va les écouter, on va accueillir, simplement leur dire que ce qu'ils ressentent est normal. Ça, c'est déjà énorme, en fait. Mm. Mmh. Et ben, justement, alors déjà sur la forme, avant de parler des outils que tu utilises, comment est-ce que tu interviens, toi? Quelle forme ça prend, ta facilitation auprès des jeunes? On a plusieurs outils. On en a un qui est la méditation de pleine conscience. Mais voilà, il y a eu toute une mode sur la méditation. Maintenant, ça passe un peu et il y en a pour qui c'est très difficile, surtout chez les jeunes. Euh, j'ai l'impression que quand même, mais voilà, les choses n'avancent pas vraiment dans le bon sens et nous sommes face à des populations qui sont de plus en plus fragilisées. Et le fait de leur dire de s'arrêter, de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est pas toujours très confortable. Mais ça peut être néanmoins un outil intéressant de les faire revenir dans le corps pour d'abord commencer à ressentir, tiens, mais comment est-ce que se manifeste mon émotion dans le corps? Pour pouvoir commencer à déceler les premiers signes d'une émotion avant qu'elle devienne tellement grande qu'elle nous submerge complètement. Et du coup, je suis plus quelque part libre de réagir de la manière dont j'ai envie, mais c'est l'émotion qui va réagir à ma place ou qui va me dicter ma conduite. Et ça, le fait d'apprendre à observer, c'est vraiment, en fait, la méditation de pleine conscience, c'est juste un travail d'observation. C'est commencer à être à l'aise de pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je suis stressée, ben, comment est-ce que ça se manifeste? Quand je suis en colère, comment est-ce que ça se manifeste? Donc ça, c'est un des premiers outils. Et puis, et puis l'accueil, surtout l'accueil, de se dire que c'est normal. Les cercles de parole vont vraiment beaucoup nous aider.
parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui se passe quand je partage un ressenti et ou qu'un ressenti est partagé dans le groupe et que et que ça résonne chez moi. Et du coup, je me dis, mais en fait, je ne suis pas seule avec ce que je vis, avec ce que je ressens. Euh, et simplement aussi le fait d'être entendu, d'être vu, d'avoir des témoins qui voient ce que je vis, et ben en fait, ça va déjà transformer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est très puissant. Et puis, il ne faut jamais oublier les pouvoirs, euh, j'ai presque envie de dire magiques, ou les pouvoirs de soin qu'a la nature, et donc les faire passer du temps à la rencontre des autres qu'humains, ça fait énormément de bien aussi. Et de nouveau, de se retrouver seul face à soi-même dans une pièce, sur un coussin où il n'y a aucune distraction, c'est assez confrontant, mais de se retrouver seul au pied d'un arbre ou assis avec une vue sur la mer, c'est complètement différent en fait. On se sent beaucoup moins seul, on se sent soutenu, on se sent accompagné, et du coup, ça permet de faire un travail beaucoup plus facilement. Et ce travail-là, est-ce qu'il se fait, tu fais ça sur plusieurs séances, ça prend quelle forme, tu vois, pour avoir une idée, et puis pareil de la taille des groupes et tout, qu'on visualise un peu à quoi ça peut ressembler. Alors ça peut prendre la forme un peu qu'on veut. Euh, j'ai fait des ateliers peut-être sur 2 heures où il y a déjà quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est sûr que si on a envie de prendre un groupe à l'extérieur, et ça peut se faire même en ville, hein, je dis pas qu'il faut forcément aller en rando dans les Pyrénées ou dans un endroit complètement dans la nature à peu près sauvage, on va dire. Ça peut aussi se faire dans un parc. Euh, et c'est alors quand je suis seule, moi je demande d'avoir un groupe pas plus de entre 15 et 20 personnes maximum. Euh, pour des jeunes, même je pense que 12 c'est pas mal. C'est un bon chiffre si on est seul. Après, j'aime beaucoup co-faciliter parce que il y a un équilibre qui se fait quand on est à deux, de quelqu'un une des facilitatrices, facilitateurs qui va être plus dans l'observation. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le groupe? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de plus d'attention pendant que l'autre personne guide une pratique. Donc ça, c'est beaucoup plus confortable quand on fait ça à deux. Et puis les ateliers, je te dis, on peut déjà faire quelque chose en 2 heures, et puis ça peut s'étendre sur plusieurs jours. Euh, Comme ça fait plusieurs années maintenant que tu facilites, est-ce que toi, tu observes une évolution de la place qu'occupe cette éco-anxiété chez les jeunes? J'ai pas l'impression qu'on en ait plus qu'avant, mais les gens vont plus mal. Mais ils vont peut-être pas le nommer comme ça. Mais les personnes arrivent de plus en plus fragilisées, traumatisées. Et les personnes vont de plus en plus mal quand même. Euh, mais ils vont pas forcément dire que c'est à cause de ce qui est en train de se passer au niveau écologique. Après, pour moi, les crises sociales qu'on connaît, elles sont complètement liées à l'écologie aussi. On ne peut pas dire que la crise écologique, ce n'est que l'environnement. Pour moi, c'est le tout. Et je pense que les personnes ne vont pas bien par rapport à ce qui se passe, mais elles vont pas forcément réussir à le nommer. Parmi les personnes qui écoutent le podcast, il y en a beaucoup qui travaillent au quotidien avec des enfants, avec des adolescents. Il y a aussi beaucoup de parents. Euh, Tout le monde ne pratique pas la méditation de pleine conscience ou n'est pas à l'aise avec. On n'a pas parlé, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure, la notion du travail qui relie. Tout ça, c'est encore des choses avec lesquelles tout le monde n'est pas familier. Est-ce que il y a néanmoins, je vais prendre par exemple les enseignants parce que c'est un groupe Hmm. classe, voilà. Est-ce que il y a des
je vais dire, des outils, une posture, des questions, tu vois, quelque chose qui peut, que tu peux partager et qui facilite un peu cette discussion et tu vois, sans maîtriser forcément tous les outils que toi tu utilises et qu'on évoque là. Ben, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que l'écoute va être vraiment très, très importante. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à ces personnes, que ce soit des enfants, on va parler ici des enfants et des jeunes, hein, parce que c'est le public. Un des plus gros problèmes que moi je vois par rapport à ces émotions écologiques, c'est l'isolement. C'est la peur d'en parler, et donc de finalement s'isoler parce qu'on se sent très seul avec ces émotions écologiques. Donc en tant qu'enseignant, ou éducateur ou même parent, le plus beau cadeau qu'on va pouvoir offrir à ses enfants, à ces jeunes, c'est un espace d'écoute. Et alors ce que moi j'appelle un espace d'écoute, c'est un espace d'écoute où on va pas juger, on va accueillir toutes les émotions et on va pas conseiller, on va pas chercher à guérir ou à conseiller parce que ça, c'est aussi une forme de minimisation de l'émotion qu'est en train d'essayer d'exprimer le jeune. J'ai trouvé quelque chose de très beau, que c'était un de mes profs qui m'avait dit, c'est quand j'essaye de trouver une solution à un problème qu'une personne me partage, en fait, j'essaye de prendre soin de mon inconfort, mais pas de l'inconfort de la personne. C'est moi qui suis inconfortable avec ce qu'elle me raconte et du coup, j'essaye de solutionner. Mais finalement, elle a peut-être pas besoin de solution, elle a pas demandé de conseil. Et on avait aussi une jeune fille qui avait comme ça un jour crié, à son père en lui disant: «Mais non, je n'ai pas besoin de conseils, j'ai besoin que tu m'écoutes». Donc ça, c'était vraiment le cri du cœur. Et si tu veux, je te donnerai un lien parce que c'est vrai que j'ai un petit guide, gratuit sur mon site pour, voilà, très basiquement, comment est-ce qu'on met en place un cercle de parole, dans une classe, ou ça peut même être en famille, ou bien simplement même un dialogue en écoute consciente. Quelles sont les deux trois choses, auxquelles être attentive? Et en fait, c'est très simple, il y a 4 lignes de conduite. La première, c'est de parler avec le cœur, donc dire ce qu'on a sur le cœur, d'écouter avec le cœur, donc de donner cette qualité d'écoute, de présence et d'écoute active, sans juger et en accueillant tout ce qui a envie d'être partagé, d'être spontané, donc d'être, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas aussi, c'est la confiance que quand ce sera mon tour de parler, j'ai confiance que c'est les bons mots qui vont sortir de ma bouche et de ne pas préparer à l'avance. Parce que si je prépare à l'avance ce que je vais dire, je ne suis pas dans l'écoute active, je suis dans l'écoute de moi-même. Donc ça, c'est important aussi. Et puis on demande d'être, ça dépend de la taille du groupe, mais d'essayer d'être bref et d'avoir conscience qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi envie de s'exprimer, donc de ne pas essayer que la parole soit répartis de manière juste. Et ça, c'est vraiment un premier outil, une première chose. Je pense que on ne se rend pas compte du don que ça peut être d'offrir un espace ce genre d'espace de parole à des jeunes. Pour la petite histoire, après le confinement et la crise du Covid, j'ai été contactée par une inspectrice de la ville de Bruxelles qui cherchait, voilà, je pense qu'elles avaient fait faire un questionnaire à tous les élèves. Et ben, sans grande surprise, elles avaient remarqué que le taux de bien-être des jeunes était très très bas, était au plus bas. Et donc, elles cherchaient une solution comme ça rapide, ce que j'appelle solution pansement, à mettre en place pour faire un peu de bien à ses élèves. Et du coup, j'avais proposé les espaces de parole. Et c'est les plus grands, les secondes et premières terminales là, qui nous avaient beaucoup touchés en disant, qui étaient venus nous trouver, avaient dit merci. Et que c'était, ça faisait du bien qu'on leur pose la question, simplement de savoir comment ça allait et de juste les écouter en fait, sans essayer de trouver des solutions. Voilà. Une fois en atelier, enfin à la fin d'un atelier, une maman feuillette un des livres qui était à disposition des enfants et qui parlait, je fais dans les grandes lignes, du mal qu'a la planète aujourd'hui. Et voilà. Et la maman me dit, mais moi, j'aime pas beaucoup mettre ce genre de livre entre les mains de mon fils parce que
Du coup, j'ai peur que ça crée chez lui des angoisses, de lui parler de ça, voilà, que ce soit d'un point de vue environnemental, ou la crise sociale, tout ça, voilà, que finalement ça lui amène des sentiments qu'il n'avait pas jusque-là et que ça le plonge dans une inquiétude. Euh, du coup, je te pose la question, est-ce que le fait d'ouvrir ces cercles de parole, ça risque pas de provoquer des sentiments de peur, de colère, qui peut-être n'avaient pas été traversés, en tout cas les jeunes ne l'assimilaient pas forcément avec ce qui se passe autour d'eux. Non, parce que je pense qu'on ne peut pas induire des émotions chez quelqu'un. Donc ça, c'est toujours quelque chose sur lequel je suis assez attentive aux ateliers, c'est d'essayer justement de ne pas induire des émotions, parce que ça, c'est quand même limite. Je pense que si les émotions sont exprimées, c'est qu'elles sont là. Il y avait autre chose qui me venait là, mais ça m'échappe. Euh, je pense que cette peur, ça reflète plutôt une peur chez les parents. Oui, et alors, quand même, je prends souvent le temps d'exprimer que toutes les émotions sont les bienvenues et d'expliquer que, en fait, euh, cette maman, peut-être qu'elle ne sait pas, parce qu'il y a des enfants qui vont trouver ça tout à fait comme, un peu comme ce que tu l'as décrit, un peu enthousiasmant en fait, de dire mais je vis à une période charnière, une période extraordinaire, où on va pouvoir inventer des métiers, on va pouvoir faire des choses qui sortent du commun. Donc on ne sait pas comment les enfants vont réagir, comment les jeunes vont réagir. Et moi j'explique que c'est pas parce qu'on n'est pas angoissé, on n'est pas en colère, on n'est pas désespéré, on n'est pas triste que on ne se préoccupe pas de l'avenir de la planète. On peut aussi être très joyeux par rapport à ce qui est en train de se passer, ou on peut ne rien ressentir et c'est OK. Donc c'est important peut-être aussi de... Moi j'ai comme ça une petite boussole des émotions et j'explique aux enfants en jeune que toutes les émotions sont les bienvenues. Euh, et ça va dépendre un peu de la qualité de l'espace on va créer, mais si le cadre est bien mis, les balises sont bien mises, en général, il n'y a pas de débordement et il n'y a pas d'escalade. Évidemment, avec les ados, c'est plus difficile. Il y a un certain âge où il faut peut-être être plus, faire un peu plus attention parce qu'alors ils peuvent être dans l'escalade, qui va montrer le plus d'émotions et ça peut être un peu surjoué. Après, j'ai vécu des cercles comme ça avec des adultes aussi, où parfois tu te dis, bon, mais on part dans l'exagération, on n'a pas besoin de faire tout un cinéma. C'est pas celui qui va montrer le plus d'émotions qui va gagner le prix, qui se soucie le plus pour la planète. Mais donc, c'est ça que c'est important aussi de rappeler que c'est pas parce que tu as une émotion très importante que tu te soucies plus de la planète, plus de la planète en fait. Tu peux très bien ne rien ressentir et vraiment te soucier aussi de la planète. Mm. Tout à l'heure, tu parlais du fait que ce qui est important aussi, euh, c'est d'aller au contact du vivant et d'être en nature. Euh, je suppose que tu as facilité des séances en intérieur et en extérieur. Est-ce que tu as observé des différences sur les groupes? Comment est-ce que c'était vécu entre les deux cadres? Oui, oui. Bon, d'abord, ce qui m'est venu en premier quand tu parles de ça, je ne sais plus de qui est cette citation, il faudrait que je trouvais, mais qui disait quelque chose du genre, les enfants ne défendront pas ce qu'ils connaissent pas. Donc c'est important de les faire sortir, les faire rencontrer le reste de la nature. Et puis, comme je disais, il faut pas sous-estimer l'apport de la nature dans ce travail-là. Elle joue son rôle aussi, et forcément, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, ben justement, cette pratique de dialogue conscient qu'on peut faire en intérieur, euh, et voilà, en vis-à-vis, chacun, chacune assis sur une chaise, euh, ça n'a pas du tout la même qualité que quand je le fais, où on marche en extérieur et il y a quelque chose qui se passe en plus. Maintenant, on n'a pas toujours, bien sûr, l'opportunité d'aller faire ça dehors, mais c'est une dimension en plus, tout à fait. Le travail se fait sans doute. La transformation va être plus rapide quand on fait ça en extérieur. Euh, Malgré
ta connaissance et tous les outils que tu as aujourd'hui à ta disposition, est-ce que toi, il t'arrive encore parfois de... Tout à l'heure, tu parlais de... Tu te souviens de la première crise d'éco-anxiété que tu as faite? Est-ce qu'il t'arrive encore parfois d'être traversé par ces sentiments-là et de te sentir peut-être déstabilisé? Oui, bien sûr. C'est ça que je dis. On ne guérit pas de l'éco-anxiété, on apprend à vivre avec. Euh, il y a des périodes où, comme toi tu le mentionnais aussi, où je regarde pas les nouvelles parce que ça suffit. Euh, il y a des articles aussi qui sont sur mon bureau, je me dis, je les lirai quand j'aurai le courage, et le courage ne vient jamais. Il y a des moments, oui, qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, Après, je pense que la différence, c'est que ça dure moins longtemps. Comme j'ai les outils, je sais ce que je dois faire. Et puis, donc, il y a les deux, en fait. Il y a le fait que j'ai ces outils, donc que je sais que quand j'en ai besoin, ben, je peux prendre soin de ma colère ou de ma tristesse. Pour l'instant, ça passe beaucoup par du désespoir. Euh, et en même temps, comme je sais que je peux m'en sortir, euh, il y a des jours où je m'autorise à ne pas, voilà, à être vraiment dans cette émotion pendant un jour, 2 jours, le temps que ça prendra, parce que c'est là et euh, que ça a sa place. Mais comme je sais que je vais la traverser, que je vais ressortir de l'autre côté, je peux m'autoriser ça. Je pose la question parce que je trouve que c'est important de l'avoir à l'esprit quand on accompagne les autres et encore plus un public jeune que parfois on a envie de préserver comme cette maman ou voilà, quand on est traversé soi-même par des émotions, des sentiments qui sont difficiles on a parce qu'on n'a pas appris à exprimer tout ça. Parfois, on s'autorise pas parce qu'il y a des jours où ça y est un peu plus mal et moi je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça s'estompe très vite parce qu'à partir du moment où je suis en forêt avec les enfants, il y a une bulle qui se crée et puis bah, je suis en forêt, donc je suis dans un espace, dans un endroit qui me fait du bien avec des enfants, donc je suis bien. Mais je sens bien qu'il y a des jours où c'est quand même plus dur et où je vais me mettre un peu plus à douter et puis où je vais me sentir déstabilisée. Mais du coup, de l'accueillir et maintenant je l'exprime aux enfants quand je sens que c'est parce qu'on démarre toujours les ateliers avec un cercle où on se dit bonjour. Des fois, on chante des chansons et puis il y a des fois, bah, tout le monde partage, s'il le souhaite, sa météo intérieure. Et voilà, il y a des fois, j'exprime que bah, ça va pas parce que hier, le jardin en face de chez moi, il a été détruit et que ça me fait profondément mal et en fait, les enfants sont, mais même les tout petits, les 3 6 ans, ils sont à l'écoute. Alors après, on sent que, je le vois notamment chez ma fille, chez qui ça travaille dans la tête pendant un moment. Elle vient me répéter dans les jours qui viennent, t'es triste maman, t'es en colère, et puis le jardin, elle revient dessus beaucoup. Euh, mais effectivement, c'est pas parce qu'on a quelques outils et puis parce que euh, on avance et on est à nouveau dans l'action qu'il n'y a pas des jours où c'est difficile. Et je crois au contraire qu'auprès d'un public jeune, c'est aussi un moyen de leur montrer que pas seul et que adulte comme enfant, on est traversé par ces émotions-là. Tout à fait, oui, oui. C'est important de les modéliser et en même temps de se dire, mais si quand on est l'adulte, en fait, l'enfant, il a besoin quand même de se sentir en sécurité. Et donc, c'est ça, ça va être comment est-ce que j'exprime mon émotion, mais sans m'effondrer. Donc, ça va être toute une question d'équilibre pour faire comprendre à l'enfant que, ben, voilà, c'est normal d'avoir des émotions. Et c'est pas pour ça qu'on va s'effondrer. C'est pas pour ça que le monde va s'effondrer ou que son monde va s'effondrer, qu'on sera de toute façon toujours là pour lui ou pour elle. Euh, donc ça, c'est important aussi.
c'est vrai que moi, je forme aussi des facilitateurs, des facilitatrices et je leur dis toujours, avant de faciliter quelque chose, prenez soin de vos émotions parce que vous êtes garant un peu du cadre de sécurité. Les gens, ils ont besoin de se sentir soutenus, ils ont besoin, et on le voit aussi beaucoup avec les ados, hein, ils ont besoin de se dire non, mais quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un pour prendre soin de moi. Donc ça, c'est important aussi de faire ce travail-là en amont, avant un atelier. Parce que alors, comme tu l'as dit, c'est sûrement parce que tu avais pris soin de tes émotions que tu as été capable de l'exprimer sans t'effondrer. Parce que ça va être important aussi par rapport aux enfants. C'est donc d'exprimer notre émotion, mais pas au moment où on est en train de la vivre à fond, parce que ça peut être un peu dangereux. Et c'est vrai que pour les enfants, mais même pour les jeunes, je vois, il y avait eu un peu, au moment des grèves pour le climat ou de toutes les manifestations des jeunes, certains jeunes qui avaient exprimé, ou c'est un jeune qui m'avait exprimé, il avait dit, mais je suis fatigué d'entendre les adultes nous dire, tu me donnes de l'espoir. C'est pas à moi vous donner de l'espoir. Nous, on a besoin des adultes aussi, en fait. Et donc, on a un peu certains adultes qui sont démissionnaires et qui jettent tout comme ça. Et c'est cette expression dont je t'ai parlé, là, ben, vous êtes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Ben, en fait, non, parce que nous, on est toujours là aussi. Donc, et c'est plus comment est-ce qu'on va pouvoir on va pouvoir les soutenir et pas tout leur faire comprendre on est ensemble là-dedans et que nous aussi on est là pour faire face à ça. Et ça va être important. Oui, parce qu'en plus, en disant ce genre de choses, non seulement on met un poids sur les épaules de ces jeunes qui, eux, en contrepartie, disent, mais enfin, moi, j'étais pas là il y a 50 ans, Oui, c'est ça. c'est pas moi qui suis à l'origine de tout ça, quoi. Donc, il y a un vrai sentiment d'injustice, ouais, qu'il faut quand même entendre et qui est important chez les adolescents. Moi, je trouve cette colère, elle traduit souvent ce sentiment d'injustice, de dire, mais moi, je récolte les pots cassés, quoi. Vous avez fait n'importe quoi, et puis voilà où j'en suis, moi, mon monde va s'effondrer à cause de toi. Voilà. Et de là, ils sont d'autant plus en colère en disant et en plus vous voulez rien faire. Ouais. Et en plus vous voulez pas m'aider. Donc là, on comprend qu'ils soient assez mis en colère et donc d'autant plus, je trouve qu'on a nous à faire passer ce message de dire non, mais en fait, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. On arrive à la fin de notre échange. Alors je les mettrai, je pense, en description d'épisode, mais est-ce que là, t'as des recommandations de livres, de formations, de ressources en fait à partager auprès des auditeurs et des auditrices pour se renseigner un peu sur tout ça et puis pour s'outiller peut-être un petit peu aussi? Ben, du coup, comme je t'ai dit, je te donnerai le lien là pour avoir accès à ce guide gratuit pour les cercles de parole et le dialogue conscient, parce que ça, je pense que c'est vraiment un outil très très utile qui peut bien aider. Et puis, il y a un livre, j'oublie toujours, qui a été traduit en français. Tu vas sûrement connaître le livre de Richard Louv. Voilà. Donc ça, c'est un peu la Bible. Et puis aussi, si certaines personnes veulent aller un peu plus loin dans ce qui est connexion à la nature, il y a Tresser les herbes sacrées, qui est aussi voilà, un livre de chevet qui m'accompagne. C'est des belles histoires et je pense qu'il y a moyen une fois l'avoir lu, de raconter ces histoires-là aux enfants parce que c'est une autre vision sur le reste de la nature. Eh ben, merci beaucoup d'être venu ici parler de tout ça. Euh, je ne l'ai pas dit, mais du coup, je le dis parce qu'on parle de ressources. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ta formation en éco-facilitation et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'abord à moi et ça m'aide aujourd'hui. J'ai pas encore, auprès des adolescents, j'ai pas encore mis en place tout ce que j'aimerais, mais j'y travaille. Puis je me laisse aussi, j'ai senti que j'avais besoin d'un temps pour digérer tout ça et puis moi pour
voilà, pour assimiler et tout ça. Mais tu proposes une super formation, donc si les personnes ont envie de se former là-dessus, voilà, je les oriente aussi vers toi, vers ton site, parce que c'est de qualité et ça fait du bien. Et on en a besoin. C'est ce que j'essaye, oui, on a vraiment besoin de ces espaces, où on a une relation différente avec le reste de la nature et puis où on peut exprimer ce genre d'émotions. Donc en tout cas, merci, pour, ton invitation et déjà, je pense que si juste, les auditeurs et les auditrices commencent à ouvrir ces espaces de parole où on peut parler, sans être jugé, sans être conseillé, j'en sera déjà énorme. Ouais, c'est sûr. Mmh. Merci Isabelle, à Avec bientôt. plaisir, merci à toi.